Monsieur le ministre délégué en charge de la santé et de la prévention, Mesdames et Messieurs les délégués interministériels, présidentes et directrices, présidents et directeurs des conseils nationaux professionnels de soins primaires, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la délégation à la sécurité routière, des filières de santé maladies rares, de la Haute Autorité de santé, de l'Institut national du cancer, de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et de Santé publique France, Monsieur le Président du comité scientifique du Congrès, cher Cyril, chers consoeurs, chers confrères et chers amis, au nom des 24 structures fédérées au sein du Collège de la médecine générale et au nom du comité d'organisation de ce CMGF, soyez tous les bienvenus dans ce 17e congrès de la médecine générale France. Ce congrès est placé sous le thème des mythes et réalités en médecine générale. Alors, c'est l'histoire d'un dieu. Désolé pour ceux qui la connaissent, je la raconte pour les autres. Un dieu qui s'ennuyait tellement sur son nuage qu'il décida un jour d'aller voir comment ça se passe sur Terre. Il prend donc l'apparence d'un homme, et comme les médecins se prennent souvent pour Dieu, il se dit qu'un juste retour des choses est de devenir médecin. Il reste humble, il est donc généraliste, et pour entrer doucement en matière, il s'inscrit à l'ordre comme remplaçant. Arrive le premier jour de remplacement. Comme il n'a pas d'enfant à déposer à l'école, il se pointe au cabinet à 7 heures, et il y a déjà une dizaine de patients devant la porte. Notre dieu remplaçant les fait donc entrer en salle d'attente et appelle le premier. S'avance un homme âgé, aveugle, paraplégique, en fauteuil roulant, qui semble perclus de douleur tellement il gémit dès qu'il se met en mouvement. La porte se referme et la consultation commence. Le divin remplaçant, ne connaissant rien aux AMM et autres certificats MDPH, il fait au plus pratique, avec ses pouvoirs magiques, et pif-paf, 5 minutes plus tard, le patient ressort du cabinet, debout sur ses deux pieds, en poussant son fauteuil roulant, l'œil vif et la démarche chaloupée. Quand il passe devant la salle d'attente, les autres patients l'interpellent. « Alors, il est comment le remplaçant ?» Et l'homme de répondre « Bof, il m'a même pas pris l'attention. » Cette petite histoire souligne toute l'importance des rituels de soins et du récit que ces rituels permettent d'écrire. Il n'est donc pas inutile de prendre le temps d'un congrès pour réfléchir à la place du récit, qu'il soit mythique ou bien réel, dans notre profession. Pour commencer d'un point de vue collectif, les mythes permettent à une communauté de faire cohésion autour d'une histoire porteuse de sens. Dans la grande communauté de l'offre de soins, le récit mis sur le papier pourrait aujourd'hui ressembler à ceci. Bienvenue dans un système qui, derrière son apparente organisation, cache mal une polarisation croissante avec des petits princes qui travaillent chacun sur sa planète et puisent l'explication de leurs difficultés dans une maxime bien pratique, l'enfer c'est les autres. Mais qui est l'ennemi? Les infirmières de pratique avancée? L'assurance maladie? L'hôpital? Les autres professions de santé, les politiques, l'industrie, les patients qui posent des lapins ou bien nous-mêmes. Tous constituent des boucs émissaires sans doute trop faciles pour être vrais. Nous ne sommes pas la cause du malheur des autres et réciproquement. Il nous faut déconstruire ces explications faciles, ces mythes, comme ça avec cette étude de nos confrères urgentistes qui constatent que le taux de recours aux urgences, ici en ordonnée, n'est pas lié à l'accessibilité aux médecins généralistes, ici en abscisse, venant ainsi dégonfler l'idée selon laquelle moins il y a de médecins généralistes, plus les patients consultent aux urgences. Cette polarisation et le manque d'empathie politique qui l'accompagnent sont dévastateurs. Si de loin, les médecins généralistes peuvent donner l'image qu'ils ne sont pas à plaindre, pas si malheureux que ça, et que leur colère ne relève que d'une réaction épidermique, comme ici, sans faire de misérabilisme, le malaise est profond dès que l'on gratte le vernis, avec une vraie crise de confiance où certains perdent leur sang-froid, craignent bientôt les années de sévices après des années de service et en viennent à évoquer le déconventionnement, quitte à être taxé d'antisocial. L'évolution des métiers cristallise aujourd'hui le malaise.
alors que d'autres professions s'emparent successivement de la vaccination, de la réalisation de tests diagnostiques, de certificats de décès ou encore de la prescription d'antibiotiques, certains se demandent quels crimes nous avons bien pu commettre, quelle lumière nous avons bien pu voler et à qui pour mériter d'être condamnés, tel Prométhée qui se fait dévorer le foie par l'aigle du Caucase, à se faire éternellement manger nos activités par d'autres professions voraces. Nous avons plus que jamais besoin d'un récit politique clair, d'une vision centrée sur les rôles plutôt que sur les activités, qui cadre de façon logique l'évolution des métiers, qui les fasse tous évoluer, y compris le nôtre, en suivant une ligne consensuelle plutôt que par à-coups erratiques au gré des corporatismes. Car évolution sans vision n'est que ruine du soin. Elle fera du pharmacien le buraliste du système, à vendre bientôt des permis de pêche et des cartes Pokémon. Et elle fera de l'infirmier, comme en temps de guerre, le rutabaga d'un médecin patate aux contours mal définis. Nier les identités et la pertinence de chaque rôle soignant, faire le mélange des couleurs dans la cabane du Ségur, c'est aboutir à un globi-boulga informe, où les activités auront tellement été diluées que plus personne ne se sentira responsable de rien, délaissant les patients désorientés au milieu d'une offre de soins devenue illisible. Il n'y a pourtant pas à chercher bien loin pour trouver ce cadre d'évolution, et notre collège y travaille dans ses échanges avec les autres conseils nationaux professionnels. Ce cadre pourrait par exemple reprendre l'ensemble des activités de réponse aux demandes de soins et d'initiatives en prévention, en dépistage, en suivi, et déterminer lesquelles pourraient intégrer chaque profession du fait de l'évolution du cœur de métier, en intégrant par exemple pour la médecine générale l'échographie officiellement dans notre exercice, du fait de la place particulière qu'occupe chaque professionnel, qui confère par exemple aux infirmiers un regard précieux sur le contexte à domicile concernant l'observance au traitement, mais aussi de possibles violences intrafamiliales. C'est aussi le kiné à qui le patient va pouvoir parfois confier des problèmes qu'il juge honteux. La simplification des parcours de soins, la sécurisation de situations à risque d'oubli et le renforcement des messages par exemple d'éducation thérapeutique en étant multivecteur sont autant de lignes qui pourraient guider une évolution des métiers consensuels. Le préalable à cette évolution, c'est donc de régler la mire des soins primaires, de redonner des couleurs et reconnaître chaque cœur de métier. Il nous faut réaffirmer qu'être médecin généraliste traitant aujourd'hui, c'est être un empêcheur de soigner en rond, en établissant avec le patient sa stratégie de prévention et de suivi. C'est réguler la consommation de soins sans la fliquer. C'est rester la rare porte ouverte à tous les motifs de consultation et en assurer le service après-vente. Le Collège de la médecine générale relance à l'occasion de ce congrès un travail pour réactualiser notre référentiel métier et je vous invite tous à y participer. Cette reconnaissance du cœur de métier de médecin généraliste est l'élément toujours manquant d'une gestion efficace de la démographie médicale. Car derrière les 3000 diplômés de médecine générale que les facultés lancent chaque année dans les tuyaux, derrière les indicateurs démographiques qui ne décomptent que les diplômés de médecine générale inscrits à l'ordre des médecins, le système fuit de partout. Et quant à la sortie, la population en recherche de médecins traitants se demande où sont passés tous ces diplômés. C'est un peu le jeu « Où est Charlie, le diplômé de médecine générale ?» Car Charlie fait tourner les services d'urgence, Charlie fait tourner les services de médecine hospitalière polyvalente, quand Charlie ne fait pas de multiples autres métiers, dans le soin, hors de soin, comme du laser esthétique. Ce congrès n'a pas pour seul objet de dresser des constats. Il veut aussi proposer un récit qui nous permette de mieux appréhender l'avenir. Les enjeux sont nombreux sur lesquels nous devons nous projeter. Je vous montre cette diapositive présentée par Anna Stavdal lors de la keynote d'ouverture du Congrès mondial de médecine générale qui a eu lieu cette année à Sydney. Elle témoigne que nos enjeux se partagent bien au-delà de nos frontières et que nous ne sommes pas seuls face aux questions de démographie médicale, de fragmentation de l'offre, de consumérisme ou d'intégration des technologies dans nos pratiques. De même que les enjeux de la médecine générale sont mondiaux, les enjeux de santé sont planétaires.
Vous pourrez découvrir à l'occasion de ce congrès l'excellent document de recommandation élaboré par le groupe Santé planétaire du Collège de médecine générale pour proposer des repères à tous ceux qui souhaitent organiser un congrès ou un rassemblement, quelle que soit sa taille. Nous essayons à notre niveau de les intégrer progressivement dans l'organisation de ce CMGF, car il ne s'agit pas d'être ou ne pas être éco-responsable, mais de s'inscrire dans un processus éco-responsable. La santé planétaire interroge aussi toutes nos activités, dans nos prescriptions, mais aussi dans l'équipement de nos cabinets. À l'image des smartphones qui devront bientôt tous avoir une connectique USB-C, je rêve qu'une réglementation vienne obliger les fabricants à proposer une connectique universelle pour tous les brassards à tension. La santé planétaire passe dans la gestion de notre temps, non pas en grattant au chronomètre des petits bouts de minutes par-ci par-là, mais en luttant contre le gaspillage de ce temps en tâches inutiles sans aucune plus-value médicale. La santé planétaire interroge enfin notre profession dans toute sa globalité. Quelle médecine générale voulons-nous léguer aux générations futures qui sortiront des facultés ? C'est le seul but légitime qui doit guider aujourd'hui nos actions syndicales, nos actions de recherche et nos actions de formation. En ce sens, il y a urgence à donner le cadre de la 4e année de DES pour que les étudiants ne soient plus insécurisés sur leur avenir. Le récit de ce congrès est aussi là pour créer du lien. Nous accueillons toujours plus de partenaires, toujours indépendants de toute industrie de prescription. Retrouvez donc en toute liberté tous ceux qui soutiennent la tenue de ce congrès et souhaitent vous partager leur travail. Retrouvez aussi toutes les institutions avec qui le CMG travaille tout au long de l'année, leurs actualités, les nouvelles recommandations, ainsi que tous les nouveaux documents élaborés ensemble cette année, et la politique partenariale qui guide tous les choix du comité d'organisation en la matière est mise à la disposition de chacun sur le site du congrès. Nous avons la chance d'avoir un congrès qui grandit chaque année, et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous accueillerons en 2026, ici même à Paris, le Congrès européen de médecine générale, la Wonka Europe. Rassurez-vous, il y aura toujours la partie francophone du Congrès, mais pour accueillir dignement nos confrères de tous les pays et profiter pleinement des échanges, nous vous proposons de nous préparer dès aujourd'hui en se formant tous ensemble à l'anglais avec l'application Elsa Speak. Pour profiter de cette émulation collective, inscrivez-vous donc sans attendre sur english.cmg.fr ou anglais.cmg.fr, les deux fonctionnent. Et pour garder la motivation tout au long de l'année, nous mettons en place un petit challenge avec un rendez-vous dans un an où les plus assidus se verront offrir une place pour la soirée de gala 2026 qui se déroulera au musée du Louvre. Enfin, les mythes viennent interroger nos valeurs. Je ne donnerai jamais la mort délibérément. Devra-t-on bientôt faire modifier le serment d'Hippocrate ? Sans attendre la loi sur la fin de vie, et alors que le groupe de travail dédié du Collège de médecine générale vient de publier un positionnement collégial sur le sujet, nous vous proposons un coup de projecteur sur les soins palliatifs lors du ciné-débat de ce soir pour mettre en valeur ces soins et dévoiler combien les professionnels de ville sont eux aussi mobilisés aux côtés des équipes hospitalières. Sur un autre plan, les preuves sont-elles la seule valeur sur laquelle doit reposer notre evidence-based medicine ? Quand la science est muette, quand les niveaux de preuves sont trop faibles, nous nous retrouvons à court de récits, et le patient peut trouver bien angoissant le silence de nos propositions. C'est sans doute pour préserver ce récit, cette clé qui permet d'intégrer l'épisode de soins au patrimoine immatériel du patient, que se développe aujourd'hui le concept de médecine fondée sur les valeurs. La littérature s'enrichit chaque jour sur le sujet, comme avec ce très bel article de Mila Petrova qui en décrit 10 principes pratiques. Relevons par exemple le numéro 2, la nécessité de s'intéresser aux valeurs du patient, pas seulement quand celles-ci sont susceptibles de poser problème. Voilà donc bien des perspectives qui ouvrent le regard sur ces journées printanières. Alors, tel le chant des merles dans le clair du matin, que ces journées ramènent un peu de poésie dans vos exercices.
Et tandis que Rimbaud dévoile dans Le Dormeur du Val qu'il est mort lorsqu'il dit que les parfums ne feront pas frissonner sa narine, puissent ces 3 jours montrer que nous sommes une spécialité pleine de vie et que le parfum de médecine générale qui baigne ce congrès vous fasse frissonner la narine. Excellent congrès à tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires, cher président du comité d'organisation, cher Paul, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, c'est avec grand plaisir, au nom du comité scientifique, que je vous souhaite la bienvenue à ce 17e congrès Médecine Générale France. Voici mes liens d'intérêt. Et j'aimerais que cette année, nous progressions encore pour se rapprocher des 100% de déclaration de liens d'intérêt avant les présentations. Alors si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de créer votre diapositive sur archimède.fr. Être président du comité scientifique, c'est avoir la chance d'avoir une équipe mythique. Alors non, ce n'est pas Didier, Lilian et Zizou, mais voici mon Olympe à moi. Et il faut au moins une équipe... Merci. Et il faut au moins une équipe olympienne pour s'attaquer au mythe de Sisyphe version CMGF. Valider les grilles d'évaluation, élaborer le guide de soumission, lancer l'appel à communication, double noter chaque abstract, les sélectionner en fonction de leurs notes et créer les sessions. On a encore trop souvent des résumés non anonymisés ou des forces et des limites absentes, même si on a bien conscience que le guide de soumission n'est pas toujours facile à appréhender, surtout quand on soumet à 23h54 le dernier jour. On insiste car cela nous facilite la vie et surtout donne un maximum de chance à votre travail d'être valorisé à son juste niveau. Du coup, nous avons décidé de varier les méthodes pédagogiques. Voici donc la petite chanson du CS. Quelqu'un vient là. Allez. Oh, oh, toi qui soumets, palapalapa, un bon résumé, palapalapa. As-tu le petit guide qui t'aidera à rédiger? Et qui permettra au CS de mieux te noter. Après avoir bien travaillé, j'ai eu envie de diffuser les résultats que j'ai trouvés à tout abrégé. Dernière lecture, j'ai vérifié la bonne méthode, j'ai cliqué, et sans oublier rien analyser. Merci. Et le comité scientifique, c'est beaucoup de sérieux, mais aussi du rire. Samedi midi, pour la session de clôture, Jean-Louis Lequellec, anthropologue et préhistorien, répondra à la question « La science abolit-elle les mythes ?» En attendant ce moment qui s'annonce passionnant, je vous invite d'ailleurs à décaler votre départ au samedi midi si ce n'est pas déjà le cas, je vous propose de vous présenter la méthode Made in CMGF pour analyser un mythe. On utilise les données de la science, et beaucoup de débats entre nous et avec les autres, et cela nous permet d'en sortir par le haut. Alors, attaquons-nous à quelques mythes. Loki, le dieu nordique de la malice, pourrait nous présenter l'affirmation selon laquelle l'intelligence artificielle va remplacer les médecins généralistes. J'ai testé ChatGPT pour quelque chose de plus simple, écrire mon discours. Et même ça, c'est pas encore au point. C'est un peu creux et cela nous parle encore du Covid. Du coup, j'ai quand même dû un peu travailler. Et ChatGPT m'a aidé, mais ne m'a pas encore remplacé. Compte tenu de la prévalence importante de la multimorbidité dans nos consultations et de la complexité de ces consultations, le métier de généraliste a encore de beaux jours devant lui. Mais comme l'intelligence artificielle va quand même probablement, petit à petit, s'imposer dans notre quotidien, aide à la saisie des dossiers, interprétation des ECG, rédaction des tests de médecine, nous vous proposons, plutôt que de subir l'IA, d'en comprendre le fonctionnement et d'échanger à propos des applications possibles en médecine générale, samedi matin à 9h.
Comme j'étais sur le chat GPT, je lui ai demandé de me fournir des mythes sur la santé. Il m'en a proposé 14, et parmi ceux-ci, 10 concernaient l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Alors un mythe que pourrait donc nous présenter Iji, la déesse de la santé, c'est que les médecins généralistes ne font pas de prévention. C'est d'ailleurs ce qui a probablement conduit à mettre en place la vaccination HPV au collège. Donc oui, les médecins généralistes font de la prévention, même si cela varie en fonction notamment de leur organisation. La diffusion des exercices coordonnés sont d'ailleurs le marqueur du passage progressif à une démarche populationnelle qui est indispensable, compte tenu du fait que cette étude a montré qu'il faudrait 250 heures par an pour réaliser la seule prévention des patients adultes. Vous aurez lors de ce congrès de multiples opportunités de parler prévention, et je ne pourrai pas les citer toutes. Mais un atelier sur le bilan prévention, une session sur l'obésité ou une session de communication orale sur les thérapeutiques non médicamenteuses en sont quelques-unes. Et pour mettre en application les principes de prévention, je vous invite à nous rejoindre demain à 7 h sur le parvis du Palais des Congrès afin que nous soyons un peu plus nombreux que l'année dernière. Les médecins généralistes prescrivent trop d'arrêts de travail. Héphaïstos, le dieu forgeron, pourrait nous le dire. Quand la CNAM nous l'a dit l'été dernier, cela a ravivé certains sentiments dont je parlais déjà dans mon discours de l'année dernière, surtout quand il est question d'arrêt de complaisance. Car dire cela, c'est remettre en cause profondément nos pratiques, basées sur le modèle biopsychosocial, l'arrêt de travail en étant un cas d'école. L'arrêt de travail est également un exemple des différentes tâches qu'un médecin généraliste peut faire et qui peuvent paraître simples en apparence, alors qu'elles sont éminemment complexes, comme l'a montré cette revue de littérature. Je passe rapidement sur le fait que les chiffres de la CNAM eux-mêmes montrent bien que la plus grande partie de la hausse n'est pas due à la prescription, mais à la baisse du chômage et à la hausse des salaires. Et quand on regarde du côté de la prescription, les conditions de travail, avec 64% des ouvriers ayant au moins 3 contraintes physiques, sont probablement bien plus en cause qu'un éventuel laxisme de notre part. Il est tout de même important d'être également lucide sur ce que nous pouvons faire de notre côté. Et c'est notamment agir sur la durée moyenne de l'arrêt de travail. Et c'est pourquoi le CMG travaille depuis longtemps sur le maintien en emploi, notamment avec la CNAM, ce qui montre au passage que l'on peut travailler ensemble, même si l'on n'est pas d'accord sur tout. C'est à ce moment-là que je vais faire un petit peu d'autopromo, mais je suis sûr que vous me pardonnerez. Ce thème des arrêts de travail, mais également celui de l'éco-responsabilité des soins, est en effet au programme de la 2e édition de la session controverse, qui aura lieu vendredi matin. Demain matin. Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, pourrait nous dire que la recherche en médecine générale n'existe pas et ou ne sert à rien. Catherine Laporte, qui a actualisé le carré Dwight dans sa version française, montre bien que la nécessité de développer la recherche en médecine générale pour avoir des données contextualisées, utilisables en pratique. Quand on regarde la proportion d'articles utilisant au moins un terme lié à la médecine générale, nous voyons que nous sommes bien loin derrière le Royaume-Uni ou les États-Unis. Mais cela progresse, avec de plus en plus de projets financés, dont 4 seront présentés lors d'une nouvelle session 3 minutes chrono. Les plus de 250 communications orales et posters qui seront présentées durant ce congrès sont une autre illustration de la richesse de cette recherche. Alors quand on voit ce que l'on a réussi à faire dans un écosystème contraint, imaginez ce que l'on pourrait faire si on y mettait davantage de moyens. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais je crois que vous attendez la suite. Alors, je vous en livre 3 dernières. Nous pourrons discuter du mythe selon lequel un médecin sans conflit d'intérêt est un médecin sans intérêt, lors de la session Expertise scientifique, lien d'intérêt qui croire vendredi à 14 h 30. Nous pourrons essayer de faire mentir le mythe selon lequel les médecins généralistes français maîtrisent mal l'anglais, ce qui est indispensable en vue de la WONCA 2026, en participant aux nombreuses sessions anglophones. Enfin, alors que Freyr, le dieu de la fertilité, pourrait nous faire croire que la contraception ne concerne que les femmes, le groupe de travail Contraception masculine devrait rétablir la vérité lors d'une session samedi à 10 h 45 où ils vous présenteront l'excellent livret qu'ils ont conçu. J'espère que ce petit panorama vous a donné envie de profiter au maximum de ce congrès et il me reste à vous souhaiter un excellent CMGF 2024.